Bonsoir, Monsieur Gilles Grand, qui veut s'adresser à vous dans le cadre de ses recherches. Il va vous parler 1 minute et puis je prends la parole tout de suite après. Oui, bonjour. Donc voilà, bonjour à tous. Je suis un des organisateurs des cafés de Grenoble, des cafés sciences citoyens de Grenoble, et également je fais actuellement un travail de mémoire pour un master de communication scientifique que j'effectue actuellement. Et dans ce contexte, j'étudie le mouvement des cafés sciences et j'aimerais avoir quelques témoignages pour mesurer un petit peu l'impact de ce café, par exemple, sur le public. Donc en fait, j'aimerais avoir quelques contacts pour pouvoir vous interviewer au téléphone dans les jours qui viennent, enfin dans les jours qui suivent. Ça vous prendra à peu près entre un quart d'heure et une demi-heure. Voilà, donc si ça vous plaît de participer à cette petite enquête, ce serait sympathique de venir me voir après ou de lever le doigt, enfin bon, de venir me laisser vos coordonnées. Merci beaucoup. Oui, donc comme vous avez l'habitude, je pense, mais nous avons une pause vers 9h ou 9h passées pour que vous puissiez aller prendre une consommation, donc, et en remerciement du fait qu'on nous prête cette salle gratuitement. Vous pourrez peut-être vous adresser à Monsieur Gilles Grand à ce moment-là. Donc ce soir, nous avons un café scientifique sur la médecine de demain, en gros. Donc je vais commencer par présenter nos excuses parce que Monsieur Cinquin, qui devait venir de Grenoble dans le laboratoire nous parler des technologies récentes, est en fait malade et n'a pas pu se rendre disponible. Par ailleurs, sur nos affiches, nous attendions Madame Méchin-Crétinon, qui est probablement dans la salle, je ne sais pas. Voilà. Madame Méchin-Crétinon, et qui a préféré laisser la parole au docteur Tadj, le sage, ici présente. Donc vous connaissez le fonctionnement des cafés. Je vous rappelle plusieurs choses quand vous avez le micro. Enfin, il faut parler dans le micro puisque nos cafés sont enregistrés. Et donc si vous ne parlez pas dans le micro, ça ne va pas marcher. Il s'agit d'un café qui parle de médecine, mais chaque fois nous le rappelons, il n'y a en principe pas lieu de poser des cas personnels, bien sûr. Et puis, est-ce que j'ai autre chose ? Oui, et puis aussi, c'est le dernier café de l'année. Et donc, si vous avez des suggestions à nous faire pour les thèmes retenus au café scientifique du prochain cycle, 2016-2017, vous pouvez soit les adresser par mail sur notre site, soit les marquer sur un petit bout de papier ce soir et vous nous laissez les papiers. Nous avons une réunion bientôt et nous choisissons les thèmes au moment de cette réunion en juin pour l'année qui suit. Voilà. Donc je vais laisser tous nos intervenants se présenter eux-mêmes et puis après vous pourrez poser vos questions. Je vous en prie. Celui-là, là comme ça, c'est bon, voilà. Donc je suis le docteur Mélanie Tadj, le sage. Je suis cancérologue à l'hôpital de Chambéry, dans l'équipe effectivement du docteur Méchin-Crétinon. Je suis dans l'équipe maintenant depuis 3 ans, encore pour quelques semaines, puisque je suis en plein assemblage moléculaire, vous avez vu. Mais bon, voilà, je reviendrai. C'est bien prévu comme ça en tout cas. Bonjour, je suis le docteur Lespinasse James, je suis médecin généticien essentiellement, ayant une activité ancienne en laboratoire et de plus en plus en génétique médicale pure, pré- et postnatale, avec d'autres petites casquettes. Vous rapprochez. Comment ? Avec d'autres petites casquettes collatérales au métier de généticien. Un petit peu de psychopérinatalité, un petit peu d'éthique, un petit peu de médecine de la reproduction également. Ah oui, excuse-moi. J'ai aussi quelques casquettes. Elisabeth m'a dit il y a un café qui se tient sur la médecine de demain. Est-ce que tu veux bien apporter un regard éthique sur ce qui va se dire ? Alors moi, je suis médecin. Initialement, je m'occupe de la douleur et des soins palliatifs à l'hôpital. De fait de ma formation, je suis sollicité, notre équipe est sollicitée par les équipes pour intervenir, pour participer à la réflexion et à la concertation sur des situations souvent difficiles.
donc nécessité d'une formation dans le champ de l'éthique. Et voilà, ce qui m'a amené par exemple à animer actuellement un groupe de réflexion éthique. Ce qui a ceci de particulier et qui me fait penser, l'assistance me fait penser à ça, c'est que dans ce groupe de réflexion éthique, qui pour les professionnels de santé a introduit des sciences humaines, mais aussi ce qu'on appelle des citoyens ordinaires. C'est-à-dire des gens qui sont absolument pas professionnels de santé, qui sont des citoyens, quoi, et qui sont présents et qui donnent leur avis. Et souvent, on s'aperçoit que cet avis-là fait rebondir la réflexion d'une manière remarquable. Voilà. Donc voilà ce que je fais. Et puis accessoirement, oui, aussi comme autre casquette, je suis médiateur à l'hôpital. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons passer à vos questions. Qui veut poser la première question sur la médecine de demain? Il faut lever le doigt si je ne vous ai pas vu. Oui, ça va. Oui. Oui, bonjour. Je voudrais savoir si, en matière de cancérologie, si les soins qu'on pratique aujourd'hui sur les personnes atteintes d'un cancer, est-ce que c'est les soins qu'on voit vraiment aux informations? Parce qu'aux informations, ils nous parlent toujours de soins révolutionnaires, de grandes découvertes, mais est-ce qu'en pratique, on commence à les appliquer, ces soins, ou si on continue toujours d'appliquer des méthodes plutôt traditionnelles? Parce que moi, je connais un certain nombre de personnes qui ont été atteintes d'un cancer, et on continue toujours à pratiquer de la chimiothérapie et des rayons. Et c'est des choses qu'on pratique quand même depuis les années 70. Donc j'aimerais bien savoir si on commence vraiment à entrer dans les nouvelles thérapies ou si on continue. L'optique, c'est de faire progresser les thérapies actuelles, mais de rester dans les thérapies actuelles quand même. Alors, c'est une excellente question. Clairement, les thérapies dont on parle actuellement, alors il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit aux informations. Hein. C'est de la vulgarisation, plus que de la vulgarisation d'ailleurs. Hein. C'est de l'information spectacle qui font souvent suite un peu à des publications qui sont faites lors de congrès médicaux. Et en particulier, il y en a un là qui va se tenir prochainement. Il y a un congrès mondial de cancérologie. Et à l'issue de ce congrès-là, il y a toujours quelques publications qui sont sorties. Et donc, les publications initiales montrent des avancées intéressantes. Et puis, dans les médias, c'est traduit en un progrès révolutionnaire. Alors, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Toutes ces thérapies nouvelles dont on parle actuellement, ça devient une vraie réalité, hein, clairement. Mais ça n'a pas du tout supplanté la chimiothérapie, enfin la prise en charge, j'allais dire, classique du cancer. Ça vient en complément, ça vient en plus. C'est ce qui permet probablement d'augmenter la survie de ces patients. Mais en tout cas, comment dire, c'est des thérapies qui sont d'ores et déjà utilisées, mais dans des indications qui sont particulières, en tout cas, c'est pas pour tout le monde, pas pour tous les cancers, pas dans toutes les indications, mais c'est déjà des choses qui sont appliquées dès maintenant. Est-ce que cette réponse vous satisfait? D'accord. Autre question? Pas de curiosité. Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Oui, vous avez une question? Une là. On va vous faire passer le micro. Parce que je dois garder le mien. Bonjour. Bon, puisqu'il faut poser des questions, on va poser des questions. Je m'intéresse de près ce qu'on appelle les biotech, des sociétés qui effectivement sont en train de mettre au point des nouvelles molécules ou des nouveaux procédés. Bien sûr, ça se fait en partenariat avec le corps médical, dans le cadre d'études de phase 2 ou phase 3. Donc ces recrutements, ça fait un petit peu suite à la question précédente. Le recrutement passe bien par le milieu médical. Donc vous avez bien entre les mains des instruments très nouveaux que vous jaugez. Quelle est votre question? Voilà, c'était pour savoir si effectivement, au niveau d'un hôpital comme celui de Chambéry,
des équipes disposaient déjà en expérimentation de molécules très avancées, comme peuvent l'être aussi certains services des grands CHU. Alors clairement, à l'hôpital de Chambéry, la réponse est non. On est un hôpital périphérique, en tout cas on n'est pas un hôpital universitaire. Ça nécessite c'est des grosses équipes de recherche sur lesquelles ce type de projet s'intègre. On n'est pas, la mission de notre hôpital n'est pas forcément celle-là. Après, effectivement, au CHU de Grenoble, par exemple, il y a des thérapies comme ça un peu innovantes avec de la nanotechnologie en particulier couplée qui sont effectivement proposées. Notre rôle à nous, au sein de l'hôpital, le centre hospitalier de Chambéry, par exemple, est plutôt de sélectionner certains patients pour pouvoir leur faire bénéficier éventuellement de ce type de stratégie. Mais on n'a pas, nous, la capacité, logistique pour gérer ce type d'essai-là, qui, malgré tout, nécessite un laboratoire. Enfin, c'est en termes logistiques beaucoup plus lourd que ce que peut offrir un CHU, pas un centre hospitalier périphérique régional. Je peux me permettre de relayer une question pour aller sur quels critères on sélectionne? D'accord. Si ça vous convient, la question. Voilà, puisque, effectivement, il y a une complémentarité entre un hôpital tel qu'il peut exister ici, un autre hôpital qui est chargé d'une recherche avancée, etc. etc. Et donc, il y a une filière. Tu dis, on sélectionne. On sélectionne qui? On sélectionne quoi? On sélectionne comment? On sélectionne pourquoi? Ça vous convient? Alors les critères, il n'y a pas de critères de sélection qui sont complètement établis. D'abord, il faut savoir quel type d'essais sont proposés. Donc ça, c'est à nous de bien se tenir, d'être un peu à jour et au courant du type d'essais qui sont proposés. CHU de Grenoble ou Lyon, parce que nous, on travaille aussi pas mal avec Lyon. Après, ça s'intègre un peu dans la stratégie thérapeutique des patients, en ayant un peu connaissance des critères d'inclusion, des critères d'exclusion. C'est-à-dire qu'il y a des patients, on sait que d'emblée, ils vont avoir des critères qui leur permettront pas de rentrer dans ce type d'essai. Donc de toute façon, on les envoie, on leur propose même pas de faire le déplacement, puisque de toute façon, on sait déjà d'emblée qu'ils n'auront pas la possibilité d'être inclus. Donc voilà, c'est déjà on fait un peu ce screening-là en fonction des essais thérapeutiques potentiels. Ce sont les critères fixés par les professeurs des centres CHU, c'est ça? C'est fixé par l'essai. Enfin, c'est fixé par l'essai. C'est-à-dire, souvent on a ce type d'information. On nous dit, voilà, il y a tel essai qui ouvre avec. On a un résumé entre guillemets des critères d'inclusion, d'exclusion, mais ça nous permet en tout cas déjà de faire un screening un peu rapide et de pouvoir sélectionner les patients éligibles ou non. Après, en fonction des critères d'inclusion, puis j'allais dire aussi de l'état général des patients, de comment est-ce qu'ils sont, on leur propose, c'est jamais imposé, c'est une proposition. Moi je dis toujours ils font comme ils veulent. Enfin voilà, c'est une arme thérapeutique potentielle supplémentaire, mais c'est de la contrainte aussi supplémentaire. Et donc à savoir si les gens veulent ou ne veulent pas participer. Et ça, il y a parfois des patients qui refusent même l'idée de participer à un essai thérapeutique. Enfin voilà. Donc moi je fais pas la sélection, voilà, mais je les critères en tout cas. Quelle est la place de l'hypnose thérapeutique à l'hôpital ? Oui. Non, mais c'est pas forcément le sujet, mais la question est là. Et j'ai utilisé ma casquette de douleur. Alors, c'est vrai que d'abord, derrière ce terme, il faut être prudent parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Il y a des choses très, très variables, très variées, très différentes, selon l'idée que chacun s'en fait. Voilà. C'est vrai que donc c'est une technique non médicamenteuse qui est de plus en plus à la mode, qui est développée partout. Dans toutes les émissions de radio, dans tous les magazines, on en parle, etc., etc. Il y a différentes
il y a différents modes derrière ce terme. Il y a des pratiques très, très variables, très différentes, exercées par des personnes qui ont des formations très variables aussi. Il faut être prudent. Il y a parfois un amalgame entre l'hypnose et puis, par exemple, la communication thérapeutique. Vous voyez, ce sont des choses différentes. Votre question est intéressante en ce sens que, oui, il y a une évolution importante partout en France, partout en Europe, pour le développement de ces techniques non médicamenteuses pour la prise en charge de, notamment, entre autres, de la douleur dans différentes situations, la douleur chronique, la douleur aiguë, la douleur post-opératoire, la douleur avant un examen, etc. Voilà. Le développement, la prise en charge, la recherche, c'est très hétérogène selon les lieux, selon les institutions, c'est très variable. Voilà. C'est un réel sujet de préoccupation. Vous avez dit quelle est la place à l'hôpital de Chambéry. Oui, il y a une réflexion qui se fait, notamment, par exemple, il y a un groupe de travail qui s'est constitué pour réunir toutes les personnes formées, mais je mets bien dans la formation, il y a des différentes, il y a des gens qui ont des formations plus ou moins approfondies, pour voir qu'est-ce qui peut être proposé dans l'institution pour... Oui, il y a quelque chose qui se fait. Une autre question, monsieur. Voilà, je ne suis pas médecin, mais je suis intéressé, vous avez parlé d'avancées. Ces avancées sont axées plutôt sur la prévention, sur l'immunologie, sur la thérapie. Apparemment, vous ne parlez que de la thérapie, mais sur la prévention, il y a des avancées aussi sur l'immunologie et tout ça, ou c'est uniquement sur la thérapie? Qui veut répondre, peut-être successivement? Oui. Je vais tâcher de répondre à votre question. Effectivement, alors moi, en tant que généticien, on a une médecine, puisque le sujet, je crois, est la médecine de demain, complètement révolutionnaire. On est à 100 000 lieues de ce qu'on vient de parler actuellement, puisqu'on pense faire en sorte que les gens puissent avoir des espérances de vie de 100, 200, 300 ans. On est capable de faire voir des aveugles, je n'exagère pas. On est capable de plus en plus à envisager de faire marcher des paras ou des tétraplégiques. Et en ce qui concerne la prévention, la génétique, sans aucun doute, a une part importante, à différents niveaux. Alors, même si je ne suis pas un spécialiste de cette sous-section, il y a ce qu'on appelle la pharmacogénomique. Je ne sais pas si mes confrères cancérologues y ont une réflexion par rapport à cette approche, mais il est évident que la connaissance du génome va faire que l'approche thérapeutique sera à adapter, sans aucun doute, à la personne en fonction de son génome, premièrement. Il y a un exemple très concret, la mucoviscidose. En fonction de certaines mutations, on sait qu'il y a certains antibiotiques qui vont marcher ou ne pas marcher. C'est pareil pour l'épilepsie. Il y a des antiépileptiques qui sont extrêmement dangereux lorsqu'on a identifié les mutations responsables de cette épilepsie. Et je peux vous dire que malheureusement, on peut être confronté à voir encore des enfants ou des adolescents qui sont dans des centres, des instituts, qui sont traités avec des antiépileptiques qui leur sont formellement contre-indiqués au regard du type d'épilepsie qu'ils ont. La prévention, la génétique, forcément, on va être amené à trouver de plus en plus. On a des investigations en génétique en prénatal, puisque maintenant on est capable de faire du whole génome, c'est-à-dire l'étude de l'ensemble des gènes et des chromosomes avec des résolutions extrêmement pointues de l'ordre de 200 kilobases. C'est-à-dire que, imaginez, votre patrimoine génétique, c'est une sorte de livre, un livre de 46 pages en règle générale. Il y en a qui en ont un petit peu plus, un petit peu moins, des paragraphes en plus, des paragraphes en moins. Certains, ils ont des paragraphes qui ne sont pas à leur place, mais c'est un livre, c'est l'étude des chromosomes. Et ce livre de 46 pages, il contient environ 2 fois 22 000 gènes, 2 fois 22 000 mots.
chacun de ces gènes, chacun de ces mots pouvant être l'objet d'ailleurs de mutations, de fautes d'orthographe. Et donc, en fonction de ces fautes d'orthographe, on peut avoir d'une part une sorte de médecine prédictive. Alors c'est très embêtant. Est-ce que vous voulez savoir si à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, vous allez vous mettre à trembler, à avoir une ataxie, à avoir une chorée de Huntington? Bon, ça c'est ancien, mais il y a d'autres. Quand vous faites un diagnostic prénatal chez une femme enceinte parce qu'il y a une anomalie à l'échographie qui est un signe d'appel, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, et qu'on a recours à ces techniques et qu'on va trouver que l'enfant à naître est porteur d'un gène de prédisposition, enfin est porteur, on est tous porteurs de gènes, mais à une mutation ou une délétion d'un gène de prédisposition à l'autisme. Quid de cette information? C'est quand même très difficile, surtout que cette information, ce gène de prédisposition, il peut être hérité, c'est-à-dire qu'il peut être transmis par le père ou par la mère, ce qui pose également des problèmes si le père ou la mère n'a pas développé le problème. Donc, par contre, dans d'autres circonstances, ça peut avoir un intérêt de connaître auparavant le statut génétique, génomique de la personne. Voilà. Si j'ai répondu. Oui, madame, vous avez quelque chose à ajouter? Vous faites de la pharmacogénomique un petit peu en cancéro ou pas? Non. Non, enfin voilà, on fait de la pharmacogénomique de base, c'est-à-dire que quand c'est basé sur la clinique, c'est la pharmacogénomique du pauvre, c'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'on a des toxicités monstrueuses de certaines chimiothérapies, on se dit ouh là là, il doit y avoir une altération, il y a un problème, et puis on recommencera pas. Mais c'est vraiment, enfin c'est très très balbutiant ça. Hein. Enfin, à part effectivement pour une anomalie, une anomalie identifiée pour le métabolisme d'une chimiothérapie en particulier, mais j'allais dire, c'est pas fait en routine. En tout cas, il faut envoyer les prélèvements loin. C'est jamais fait de façon systématique. C'est une drogue qu'on utilise de façon quasi routinière dans la prévention, enfin, dans les chimiothérapies adjuvantes, par exemple, du cancer du côlon. Et en gros, on se doute de la mutation quand on a une toxicité monstrueuse à la première cure de chimio. Et donc, on va chercher la mutation à ce moment-là, et puis on la trouve, hein, souvent. Et puis ça nous contre-indique la poursuite de la chimiothérapie. Puis voilà. Mais de toute façon, j'allais dire même sans la mutation, quand il y a des toxicités aussi lourdes que ça arrive avec ce type d'anomalie de mutation, on arrête de toute façon la chimiothérapie derrière. Donc c'est vraiment la génomique du pauvre. Hein. Une question. Peut-être que M. Basset va poursuivre sur la précédente question, puis tout de suite après vous. Donc une manière de porter un regard éthique sur les choses, c'est de poser des questions. Je voudrais, donc, pour prolonger l'intervention de James Espinas, tout connaître dans une enquête génétique, tout prévoir, savoir que à l'âge très avancé, on va avoir telle maladie, telle chose qu'on veut éviter, ou bien d'autres choses. Ça a un certain côté effrayant. Rien connaître, ça a un côté aussi qui est peut-être pas très raisonnable. Est-ce que tu peux nous dire actuellement quelles sont les maladies, les situations qu'il est nécessaire absolument de détecter et de connaître dans une optique de progrès de la médecine au sens thérapeutique, et on l'a bien compris, tout connaître, l'autre excès, c'est effrayant. Voilà. Est-ce que entre rien et tout, est-ce qu'il y a un juste milieu, et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de situations, de maladies diagnosticables et qui peuvent être un progrès dans la thérapeutique, dans la médecine dite thérapeutique. Voilà. La question est très difficile. Je vais tâcher d'y répondre. Malheureusement, je vais être obligé de développer peut-être un petit peu de 3 aspects. En essayant de ne pas être trop confus, parce que je pense que je m'adresse à un public, pour la plupart, qui ne sont pas des médecins, et je vais essayer de dire les choses simplement.
Ce que je voudrais déjà dire, Pierre, et ta question est très intéressante, mais avant de parler à qui, je vais dire quand. En génétique, on a une discipline extrêmement encadrée. Tous les médecins sont encadrés, mais je pense que les médecins de génétique sont particulièrement encadrés, puisque, à titre d'exemple d'ailleurs, un résultat de génétique constitutionnelle, je ne parle pas de génétique somatique, ne peut pas être transmis à un autre confrère sans l'accord écrit, en théorie, de la personne à qui a été prescrit le résultat, l'examen. Et d'autre part, d'ailleurs, sachez que quand vous allez voir un généticien, celui-ci vous fait, au rendu de résultat, vous fait signer un document vous disant soit il n'y a aucune raison d'informer les membres de votre famille, soit vous devez informer les membres de votre famille jusqu'au 2e degré dont vous avez connaissance. On ne vous demande pas de rechercher vos demi-frères, vos demi-sœurs dont vous ignorez l'existence, mais jusqu'au 2e degré, ce qui fait quand même pas mal. Et à titre d'information, je suis des familles et j'ai eu récemment à gérer, et c'est très problématique pour moi, et je remercie d'ailleurs la personne qui m'aide, une neuropsychologue qui va m'aider, à gérer une famille à qui j'annonce qu'ils ont un risque sur 2 d'avoir une maladie de pic, c'est-à-dire une démence frontotemporale. Ils ont 48 ans et le début de la maladie est 50 ans dans cette famille. Donc, et j'ai l'obligation de le faire. Et la personne, le cas index au demeurant, qui était atteint, que j'ai vu initialement, qui était encore conscient, quand je l'ai revu pour lui rendre le résultat, il était dans un état où il ne comprenait plus rien du tout. Donc c'est sa conjointe qui m'a donné les coordonnées des gens que je devais avertir. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile pour moi à gérer ceci. Bon. Quand vous êtes dans le cas du diagnostic prénatal, en génétique, vous avez le droit quasiment de tout faire. Alors, ça vous surprend peut-être, en France non, mais si on est à une époque où on envoie nos prélèvements d'ADN à droite, à gauche, en Belgique, etc., en Espagne et autres, donc si vous voulez connaître le génome complet de votre enfant, vous pouvez, alors je ne dis pas que c'est bien et qu'il faut le faire, je ne dis pas ça, hein. Et nous, médecins, on ne le fera pas d'ailleurs. Mais vous pouvez envoyer un prélèvement de votre sang. Le sang du bébé circule, l'ADN du bébé circule dans le sang de la mère. Donc c'est une prise de sang, c'est même pas invasif. Enfin, c'est pas très invasif, une prise de sang. Et chez une femme, c'est pas invasif, elles sont habituées. Et donc vous envoyez ce prélèvement. Comment ? C'est beaucoup plus invasif chez un homme, oui. Oui. Mais donc vous envoyez cette prise de sang à Louvain en Belgique, on vous répond, votre bébé n'a pas de maladie génique connue à ce jour, c'est toujours à ce jour en génétique, et n'a pas d'anomalie chromosomique avec une résolution très fine. Par contre, on peut vous répondre, par contre vous, madame, vous avez 4 anomalies chromosomiques qui correspondent à un myélome multiple, qui va se déclarer dans 4 ans. Donc la sérénité de la grossesse est quand même pas mal. D'autant plus que ce genre d'investigation, on demande un consentement, bien entendu, avant de faire cet examen, que ce soit à Louvain, ou que ce soit à Chambéry, ou que ce soit à Lyon. Mais le consentement n'est demandé qu'à la femme. Et je pense qu'il y a parmi vous beaucoup de femmes qui ont eu des enfants. Et rappelez-vous, quand vous avez fait votre enfant, il y avait le papa, à un moment donné. Et le père, on lui demande rien. Et on va répondre une anomalie génétique sur l'enfant à naître, qui n'a rien à voir avec ce qu'on recherchait éventuellement, et qui correspond à une anomalie éventuellement génétique héréditaire, héritée de la mère, bon, qui apprend qu'elle a un myélome, ou du père, qui va apprendre qu'il a une pathologie, et que lui n'a rien demandé du tout. Et il n'a pas demandé son consentement. Alors on avait tenté de faire, nous, en France, un papier pour des techniques de micro-arrêt, CGH, enfin une technique particulière, et de demander aux gens de nous signer que s'ils étaient d'accord pour qu'on les informe de tout ce qu'on pouvait retrouver, même si ça n'avait pas de rapport avec l'objet de la recherche. Et en fait, le Conseil d'État a retoqué notre société savante de généticiens, parce qu'on n'a pas le droit de faire ce type de papier. Il faudrait énumérer l'ensemble des choses que l'on est susceptible de trouver pour leur faire signer un document leur disant, voilà, vous, on va trouver
c'est 1000 maladies, donc il faut expliquer, enfin, ou 1500. Et vous voulez savoir, ah ben non, je veux pas. Ben voilà, c'est un croc, un QCM, c'est ce que vous voulez. C'est un peu compliqué. Donc, en prénatal, voilà. L'enfant, il naît, on ne peut plus y toucher en génétique, quasiment, sauf s'il est symptomatique. Mais s'il est asymptomatique, on ne peut pas y toucher, sauf s'il y a intérêt pour lui par une approche thérapeutique. Donc, dans certains cas, il peut y avoir des approches thérapeutiques qui peuvent être intéressantes avant que la maladie se déclare. Donc, on peut éventuellement le faire, mais c'est quand même encore rarement le cas pour l'instant. Et après, par contre, dès qu'il est majeur, de nouveau, on peut refaire tout ce qu'on veut sur la recherche génétique de l'individu. Alors, rappelle-moi la question parce que je suis parti sur différentes choses. Mais, tu m'avais demandé, Voilà. est-ce qu'il y avait des... Est-ce qu'il y a des situations où on peut déceler, par anticipation, une maladie qui va se produire, un handicap qui va se constituer, plus ou moins tôt, peut-être tout de suite, immédiatement, et alors, Oui. et puis, qui peut être considéré comme, si on l'évite, si on fait une interruption, par exemple, comme est-ce que ça peut être considéré comme entre guillemets, un progrès de la médecine pour éviter quelque chose d'insupportable, d'intolérable, et pour la personne et pour l'entourage, et puis d'autres choses qui, à l'inverse, donc ça c'est un extrême, et je comparais ça à un autre extrême, tout connaître, effectivement ça paraît déraisonnable. Qu'est-ce qui, actuellement, dans cette activité de prédiction, de dépistage, quelles sont les pratiques très concrètement? Alors, quelles sont les maladies, voilà, par exemple, qu'on essaye de déceler, voilà. Le champ est ouvert. Le généticien, c'est un médecin généraliste hyper spécialisé. Alors, je vais prendre l'exemple de la patiente qu'on m'amène morte parce qu'elle a eu un trouble du rythme cardiaque, mort subite, et on identifie un gène muté, responsable de ce qu'on appelle un QT long, donc une anomalie de repolarisation électrocardiographique, avec un risque de 1 sur 2 que ces enfants soient tous concernés. Donc, en cardiogénétique, on fait énormément d'investigations génétiques de cet ordre-là. En endocrino, un petit peu moins en obésité, bien entendu, le problème de l'autisme. Tous les enfants autistes passent quasiment, enfin tous, ceux qui passent par le CESA, de Chambéry ou de Annecy. C'est quoi le CESA? C'est un centre d'évaluation des autistes à Chambéry, dirigé par un de nos confrères. Et je les vois, je ne sais pas si je les vois tous, mais j'en vois un très grand nombre. Ce qui est particulièrement intéressant pour ces enfants autistes, alors le problème de l'autisme, c'est un problème extrêmement difficile à aborder. Je ne suis pas psychiatre, je crois qu'il y a un psychiatre dans la salle. Je ne sais pas si c'est un psychiatre autistique ou pas, mais c'est très compliqué, l'autisme, parce que c'est une sorte de fourre-tout où on y met des tas de choses. Enfin, je parle en n'étant pas psychiatre. On y met des vrais autistes, des autistes atypiques, des Asperger, qui ça n'existe d'ailleurs plus depuis la nouvelle nomenclature de cette année. Ça a disparu. On y met des troubles du spectre autistique, enfin des enfants qui peut-être, des fois j'ai tendance à dire, mais peut-être que je suis pas un coup de pied quelque part, ça aurait géré le problème, mais enfin voilà. Et la recherche génétique là est particulièrement intéressante parce que soit on ne retrouve rien, soit on retrouve certaines choses. Ce qui veut dire qu'au niveau du type de ce que l'on est amené à retrouver, on a des médicaments qu'on appelle nous des médicaments orphelins qui sont en phase de test pour telle ou telle maladie, parce que si vous avez 100 autismes, mais que ça correspond à 85 maladies différentes, on traite des symptômes, on ne traite pas la cause. D'où l'intérêt de pouvoir traiter la cause. On sera bien plus efficace. Hein ? Avant, on avait des antibiotiques très généralistes et on tend à développer probablement des antibiotiques beaucoup plus spécifiques. Je
Je pense qu'en cancéro, vous avez des anticancéreux très généralistes à un moment donné, et vous tendez à développer des anticancéreux ciblés. Donc dans toutes les pathologies de l'esprit, entre autres, c'est particulièrement intéressant. Et puis après, comme vous le savez, il y a l'autisme, c'est aussi particulier, parce qu'il y a 4 fois plus d'autisme chez le garçon que chez la femme, chez la fille, au demeurant. Et vous savez qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, à peu près tout le monde sait ça. Sur le plan génétique, j'entends. La femme a 2 chromosomes X, et l'homme a un X et un Y. Alors le Y, c'est un petit chromosome résidu de notre évolution. Hein. Il y a 50 gènes qui se courent. Je parle du chromosome. Hein. Il y a 50 gènes qui se courent après. Il y a 2000 gènes sur le chromosome X. Donc la femme a 2 X, elle est supérieure à l'homme sur le plan génique, il ne faut pas exagérer. Ah, je parle trop. J'essaye de répondre brièvement à la question. Bon, ça permet de savoir, dans une fratrie, s'il y a un enfant. Et puis donne-nous plusieurs exemples. Savoir si les filles sont conductrices ou pas conductrices. Et éviter, par exemple, d'interrompre, comme j'ai eu l'occasion de le voir, ou pour d'autres parties, un IPEX par exemple, d'interrompre tous les garçons. Des générations de femmes ont interrompu tous leurs garçons parce qu'elles savaient que dans la famille, il y avait l'oncle, le grand-oncle, maternel qui avait un retard mental. Et on leur avait dit, vous avez un risque sur 2 d'avoir un garçon retardé mental. Donc elles ne prenaient pas cette chance. Et non, mais j'avais des Québécois toute la semaine, donc c'est pour ça que je suis influencé. Et ils interrompaient tous les garçons. Et si vous identifiez le gène responsable, vous savez quelle est la femme conductrice ou quelle est la femme qui n'est pas conductrice, en sachant qu'on n'est pas responsable de ce qu'on hérite et on n'est pas responsable de ce qu'on se transmet. Excusez-moi d'être bavard, excuse-moi Pierre. Moi j'ai deux exemples en cancérologie où la génétique nous est aidante. Typiquement dans les cancers du sein chez la femme jeune, on recherche nous systématiquement les mutations qu'on dit BRCA1, BRCA2. Ça a un impact à la fois pour la prise en charge de ces dames directement, parce qu'en gros, en termes de stratégie thérapeutique, on va être amené éventuellement à proposer ce qu'on appelle des mastectomies prophylactiques, c'est-à-dire on retire les 2 seins en prévention du cancer du sein qui va arriver sur le 2e sein. On peut être amené à faire des interventions au niveau des ovaires, en prévention du cancer de l'ovaire que ces dames pourront avoir. Et ce même type de prévention, de surveillance et de prévention peut être appliqué aux descendantes qui sont porteuses de ce gène-là. Donc typiquement en cancérologie, ça sert. Dans le cancer du sein, on a à peu près la même réflexion dans le cancer du côlon avec le syndrome de Lynch, où c'est pareil, c'est une mutation familiale avec des cancers du côlon dans la famille. Donc avec des stratégies de dépistage précoce, des coloscopies précoces et des prises en charge chirurgicales parfois précoces et franchement invasives. On se retrouve parfois à faire des colectomies totales à des jeunes gens en prévention du cancer du côlon qui risquent fortement d'avoir au fur et à mesure de leur vie. J'ai fait ma thèse de science sur les néoplasies endocriniennes multiples de type 1 et on est exactement confronté à ce même problème. Problème encore plus délicat parce que malheureusement ça touche également des enfants et c'est où on peut être amené à avoir des gestes extrêmement invasifs chez des enfants alors que quand chez un adulte on se pose la question existe bien entendu mais elle n'est pas la même que chez un enfant bien entendu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le plan éthique par rapport à sur le plan éthique, ce qu'on dit là par exemple, ce que vient de dire James Espina, ce que tu viens de dire, les gens qui portent un regard éthique, je pense à certains auteurs, ils disent ces progrès de la médecine peuvent être considérés comme une prolongation d'une médecine thérapeutique, d'une médecine curative. Et ils disent il faut faire, ils invitent à la prudence par rapport à l'utilisation de la prédiction, de la génétique, non pas pour augmenter les possibilités de la médecine thérapeutique, mais pour faire un choix, par exemple, sur les caractéristiques d'un enfant à naître, par exemple. Et la différence peut être floue entre des progrès très importants et puis des choix, par exemple le choix du sexe, de la hauteur, de la taille, de la couleur, etc., etc. Hein, voilà. Et il y a une dimension.
c'est pas si évident que ça de faire pour la différence parfois entre les progrès d'une médecine thérapeutique avancée et puis des choix. Voilà sur le plan éthique un peu les questions qui se posent. Oui, vas-y. Vas-y rapidement. Juste pour rebondir, je suis entièrement d'accord avec toi. Et je rajouterais aussi, malheureusement, on a une pression mercantile derrière tout ça. Je prends l'exemple de la médecine de la reproduction. Alors, j'aurais pu prendre l'exemple du cancer du côlon, mais il est évident qu'il y a des spécialistes qui n'aiment pas la génétique parce que ça leur fait perdre une certaine manne financière potentielle. Je pense aux gens qui font des coloscopies, à des tas de gens qui ne sont pas forcément à risque, on connaît un risque familial et qui ne recherchent pas ce risque familial. Ça, c'est un petit aparté que je dis. Mais bon, le généticien, il n'a pas la même voiture en règle générale que les patho-gastro-entérologues. Je fais sortir. Bon. Un petit peu hors sujet. Comment? Ou que le radiologue. Voilà. Pour revenir sur l'aspect mercantile, il y a ce qui se passe en France. Alors, déjà, pour répondre aussi à la fin de la première question que tu m'avais posée, quand on fait signer un consentement aux gens, on leur demande s'ils veulent être informés ou pas informés de la recherche génétique. Parce qu'il y a des gens qui font des recherches génétiques, mais qui ne veulent pas être informés de leur statut, mais qui veulent contribuer à aider leur famille ou leurs enfants, enfin leur fratrie ou leurs ascendants ou descendants, ou collatéraux. D'autre part, quand vous allez faire un enfant en Espagne, pas en vacances, mais dans un centre de procréation médicalement assistée, on vous laisse, je prends l'Espagne, il y a d'autres pays bien entendu, on vous laisse le choix de payer le package de base, où on vous donne, en fonction de votre situation, un ovocyte où on ne vous en donne pas, un spermatozoïde où on ne vous en donne pas si vous en avez avec vous, et on vous donne des fois même un utérus. Et puis, en plus, si vous voulez rajouter un petit peu de sous, eh bien, on vous donne, et je peux vous dire que j'ai vu les listes, un listing de maladies génétiques en vous demandant est-ce que vous voulez qu'on teste telle ou telle maladie génétique chez vous ou chez le donneur ou la donneuse, et on ne vous réimplante quel type de maladie génétique ou pas. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire qu'on fait, nous, en France, pour une maladie très ciblée, quand vous avez fait 2, 3, 4 interruptions de grossesse pour une maladie avec un risque sur 2 ou sur 4, mais il y a des endroits où on vous fait un petit peu un enfant à la demande, à la carte. J'arrête, je suis là-bas. Il y avait une question juste là. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'état des recherches sur les cellules souches et est-ce que c'est vraiment une voie d'avenir pour la médecine du futur? C'est pour moi. Je me sens un peu incompétente en la matière. Je cherche de l'aide dans la salle, mais je vois que... Docteur, alors, non les cellules souches ne sont qu'une des axes de recherche. Alors, il y a d'autres axes de recherche qui sont plus intéressants que les cellules souches. Bon. Voilà, alors, vous voulez que je parle que des cellules souches? Alors, d'accord. C'est un axe de recherche dans un très grand nombre de pathologies. Axe de recherche, d'ailleurs, qui est plus intéressant que le clonage, qu'on a complètement abandonné comme idée d'approche thérapeutique. Mais vous avez peut-être tous entendu parler de cette découverte relativement révolutionnaire qui va nous poser un énorme problème, qui est formidable sur le plan thérapeutique, parce que ça va garer, si ça marche, des maladies génétiques qui sont inguérissables et des maladies génétiques guérissables, bien entendu, mais ça va guérir toutes les maladies génétiques. Ça va poser des problèmes éthiques considérables. C'est le mécanisme CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, alors je m'excuse, je ne suis pas responsable de l'anagramme, et je ne vais pas vous le dire en anglais parce que malgré mon prénom, j'ai un accent exécrable. CRISPR-Cas9. C'est une sorte d'outil génétique, enzymatique. C'est une sorte de couteau suisse, j'aime bien l'expression, qui est capable de couper les gènes exactement à l'endroit où l'on veut
qui sont porteurs d'une mutation et les remplacer par le gène normal. Donc c'est une transformation génétique de l'individu, mais qui entraîne la guérison. Quand vous avez une chorée de Huntington, une mutation d'un gène sur le chromosome 4, et que vous savez qu'à 40 ans, 50 ans, vous allez devenir dément, sénile, grabataire, et que vous avez une espérance de vie limitée, et que c'est un risque sur 2 si votre papa ou votre maman est atteint, et que si vous êtes atteint, c'est inéluctable, enfin si vous êtes porteur, c'est inéluctable, c'est une approche thérapeutique formidable. Mais bien entendu, c'est la porte ouverte à une immense majorité de dérives eugéniques, sportives, etc. etc. Les sportifs, c'est presque de la rigolade, mais voilà. Donc je prends le relais pour compléter ce que dit James Espinat. Vous avez certainement entendu parler de ce chercheur français qui travaille en Allemagne. C'est elle qui, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, elle travaille en Allemagne. Voilà. Charpentier. Elle travaille avec une collègue, c'est certainement un futur prix Nobel. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la technique dont vient de vous parler James Espinat, je crois savoir qu'il y a 10 ans, 20 ans à peu près, ça avait coûté, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 3 millions de dollars, quoi. Hein, voilà. Et puis maintenant, avec cette technique-là, ça va coûter 350 €, je crois, un truc comme ça, vous voyez, d'une manière très simple, et effectivement, ça peut révolutionner des choses. Et dans tous les domaines, parce que là, effectivement, si on arrive à prévenir, là, l'exemple a été donné de la Corée du Huntington, mais on pourrait pourquoi pas dire l'Alzheimer, ou la démence, telle ou telle démence, ou bien des complications, ou bien d'autres pathologies qui émergent à l'occasion du vieillissement, ce qui permettrait de vivre de plus en plus vieux, de plus en plus longtemps, etc. etc. Et oui, c'est ça. Hein, voilà. Faut-il aller dans le sens? Ce qu'il y a de sûr, c'est que de toute manière, maintenant, on n'a pas le choix. Il y a des choses qui se font. Si ça ne se fait pas en France parce que c'est interdit par tel ou tel conseil d'État, ça va se faire dans un autre pays. C'est à l'échelle mondiale, c'est à l'échelle internationale qu'il faut réfléchir, qu'il faut raisonner. Que veut-on? Que veut-on? Et que veut-on? Tout laisser faire? Tout interdire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une espèce de réflexion entre nous et une réflexion citoyenne qui permettent de donner des options, des orientations, des choix au niveau européen, au niveau... On ne peut plus réfléchir à notre niveau local, national. Ça. Mais effectivement, ce type de progrès, ce type de technique, mais le progrès, il n'est pas bon ou mauvais dans l'absolu, c'est tout ce qu'on en fait, quoi. Voilà un petit peu le regard éthique qu'on peut poser sur cette dynamique de découverte. De toute manière, les choses, elles se feront. De toute manière, les choses Alors, se on va feront. laisser une question. L'idéal, c'est de les encadrer. On va laisser une question, James. L'idéal, c'est de les encadrer. Mais pour en revenir à ce que tu dis, quand tu dis, on parlait des cellules souches. Maintenant, en Angleterre, on a autorisé le travail sur les cellules souches germinales. Hein, c'était interdit. Vous pouvez préciser c'est les reproductrices. Enfin, on peut travailler sur le fœtus. Pas sur les cellules germinales, mais sur le fœtus. Ce qu'on avait interdit. En plus, on parle de l'Europe, des USA, mais on est quoi? On n'est même pas à 1 milliard et quelques. Il y a 2 milliards de Chinois, ils n'ont pas du tout le même système de pensée philosophique que nous. Le clonage en Inde, ça leur pose pas, vu leur système de pensée philosophique, ça leur pose aucun problème. D'accord? Donc, on peut que encadrer. Il y a 10 ans, on disait en France, il y a 15 ans, on disait, on ne fera jamais de diagnostic préimplantatoire. Jamais. Maintenant, on en fait manu argot dès qu'on peut. Je pense qu'il y avait une question. Madame. Oui, pardon. J'en revenais à la question que monsieur a posée tout à l'heure, où vous parlez d'une génétique que l'on peut avoir en Espagne ou n'importe où d'autre, donnant tout un tas de renseignements, mais le bonhomme
il n'y a pas le bonhomme, il n'y a pas le donneur. En Espagne, vous y allez avec qui vous voulez. Ah si oui. vous êtes un couple de femmes, vous y allez sans bonhomme. Mais Je si vous parlais êtes une dame de 60 ans qui veut faire un enfant avec un monsieur qui a plus de spermatozoïdes, vous pouvez y aller. Mais si vous êtes jeune et puis vous avez plus de ovocytes et que vous avez un donneur avec vous de 20 ans, vous pouvez y aller. Vous faites ce que vous voulez. C'est toutes les formules. Hein. C'est pas seulement ça à quoi je voulais faire allusion, c'est surtout que j'ai l'impression d'être en Lego, vous savez, parce que tout de même, ce sont les chromosomes, etc. Non seulement il n'est pas possible de vivre sans risque, il faut les prendre, il faut pouvoir les supporter. Quand vous êtes confronté à un accident de voiture, admettons qu'il n'a rien de génétique, à moins que vous ayez une somnolence qui est peut-être génétique, vous allez vous remettre, devoir souffrir, supporter tout ça, et apprendre que vos gènes vont vous condamner pour 5 ans après. Donc à quoi ça sert tout ça, quelque part? Alors évidemment, c'est merveilleux d'arriver à réduire le nombre de maladies, que les gens n'en souffrent pas. Si on peut changer ce genre de choses, c'est merveilleux. Mais pour l'instant, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Ah oui, mais... je veux dire, la recherche génétique, tout le monde peut se faire une recherche génétique pour savoir si soi-même ou ses enfants sont susceptibles d'avoir telle et telle maladie. Alors, et c'est pris en charge par la sécurité non, sociale. Attendez, alors là c'est un peu compliqué. Déjà, la France, petit aparté, mais j'ai toujours du mal de répondre d'emblée. Voilà, mais petit aparté, c'est le seul pays occidental où vous ne pouvez pas savoir si votre enfant est de votre mari ou de votre amant sans passer par le juge. Voilà, enfin... ouais. Non, j'essaye de... Comment? Mais c'est pas privé. Non, ce que je veux dire, c'est que la recherche de paternité en génétique, en France, c'est le seul pays occidental où c'est interdit, sauf requête judiciaire. Ça fait quand même pas mal de temps. Et d'ailleurs, on est en illégalité au niveau de la législation européenne et on appartient à l'Europe. Donc l'État français paye des amendes à l'Europe. Et si moi, médecin, je dis à qui que ce soit d'aller voir en Espagne et autres, je suis condamnable. Mais si vous prenez votre salive ou votre cheveu et vous l'envoyez en Espagne ou en Allemagne ou en Suisse à côté de chez nous, vous avez tout à fait le droit et vous avez une réponse par Internet. C'est exactement la même chose pour les compagnies qui vous proposent des recherches, des bilans génétiques. Donc moi, je n'ai pas le droit, aucun de nous n'a le droit de vous prescrire un bilan génétique, même si je peux vous dire que je vois quand même pas mal de dérapages, souvent d'ailleurs pour des raisons militantes ou autres, de gens qui envoient des patientes ou des patients dans certaines circonstances faire des enfants à certains endroits. Mais je n'ai pas le droit de demander un bilan génétique de prédisposition s'il n'y a pas de raison de le faire sur un plan médical. Sur médical ou familial, une anamnèse familiale en fonction d'une étude familiale, etc. Mais vous pouvez le faire. Après, la problématique, c'est l'interprétation de ces tests. Ce qu'on en fait, c'est pas parce que vous avez... Alors, pour certains gènes, certaines mutations, je reprends l'exemple de l'autisme, il y a des gènes de prédisposition, et ce n'est pas certain que vous serez autiste. Il y a des gènes de diagnostic, où vous aurez une mutation dans ce gène, et vous savez que votre enfant sera autiste, mais ce n'est pas la même chose qu'un gène de prédisposition. Et il y a même des gènes d'association, c'est-à-dire que avoir la présence de telle ou telle mutation associée à d'autres problématiques peut faire que... D'accord? Ou d'une notion d'environnement génomique, ce qu'on appelle l'imprinting. Donc, c'est vraiment d'interprétation très complexe. Mais quand vous dites, je ne veux pas savoir, l'évolution... Non, mais je vous avais pas dit ça, vous étiez plus... Supposons que... votre discours était plus structuré. Mais on a, depuis que la médecine existe, le but a toujours été de prolonger, d'améliorer, de soulager, d'améliorer et parfois guérir. Mais actuellement, on est une médecine qui s'emballe comme l'information. Avant, on avait Gutenberg, après on a eu des livres, et maintenant on a Internet. Maintenant, vous n'avez pas une...
La prévention, c'est très bien, tout ça. Je ne suis pas en opposition avec ce que vous dites ou ce que vous faites. J'estime juste qu'on ne peut pas tout prévoir et qu'il est très dangereux pour l'être humain d'avoir la sensation de pouvoir être assuré sur tout. Ce n'est pas envisageable. Ensuite, vous pouvez ne pas avoir de prédisposition génétique et avoir un accident qui va vous causer d'autres problèmes. Et si possible, guérir. En tant que patient, vous me faites peur, parce que moi, si je vais voir un médecin, c'est pour qu'il me guérisse, ou tout au moins qu'il me propose la meilleure solution pour guérir. Alors, je vais dire que actuellement, les choses évoluent, mais on vous soulage, on fait disparaître vos symptômes. Ça ne veut pas dire est-ce que votre arthrose est soignée? Non, elle est soulagée. On ne traite pas votre arthrose. Et quand on sera capable d'aller mettre des cellules souches, je suis rugbyman et je peux vous dire que j'ai l'arthrose dans les genoux et j'en souffre. Et que je regarde, parce que je suis candidat à une ostéotomie, enfin, j'ai pas le droit de personnaliser, mais c'est pas grave. Hein. Je suis candidat à ce qu'on me coupe un bout d'os pour me faire disparaître mon arthrose, qui ne la fera pas disparaître, qui me remettra d'équilibre. Et moi, ce que j'attends, c'est qu'il y a quelques équipes de recherche actuellement qui se posent la question d'aller vous mettre des cellules souches dans le genou pour pouvoir faire en sorte que non seulement on me coupe un morceau du genou, donc je suis déjà pas bien grand, je serai un petit peu plus petit, mais surtout que je puisse continuer à jouer au rugby. Oui, mais nous on est trop vieux pour avoir été. Mais non. Mais attendez, vous permettez non, vous me dites non. On est trop vieux pour avoir été ausculté in vitro. Donc forcément, nous sommes porteurs de gènes, de maladies génétiques. On peut être porteur sain, ne jamais développer les maladies, et au cours de votre vie, pour quelque raison que ce soit, on va les développer ou pas. Bon, bah oui, c'est comme ça. Mais il y a des très bonnes prothèses, hein, vous savez. Mais c'est vrai que faut voir ça dans une certaine temporalité. Actuellement, tout de suite, oui, vous avez tout à fait raison, c'est comme ça. Mais actuellement, il faut savoir qu'il y a une recherche, il y a des études qui font qu'on vit dans un univers où il se passe ce qui vient d'être décrit, avec la possibilité de détecter des maladies qui actuellement affectent vous, moi, James, toi dans longtemps, et des maladies qu'on ne peut pas guérir. On ne guérit pas. Oui, mais alors d'abord, justement, il y a des progrès à court terme, à moyen terme, à long terme. Enfin, des progrès. Il y a des évolutions. Après, tout dépend de ce qu'on appelle progrès. Que veut-on? Et ça, sur le plan éthique, c'est intéressant. Il y a actuellement beaucoup de maladies qui surviennent au cours du vieillissement et pour lesquelles il n'y a pas de thérapeutique, d'attitude qui permettent de les supprimer. Ça serait de la guérison. Ce sont des maladies actuellement, et parfois il n'y a pas de différence vraiment nette entre un vieillissement normal, ordinaire, et puis un vieillissement franchement pathologique, par exemple, qu'on peut voir au cours de certaines maladies dégénératives, neurodégénératives, vous voyez ? Voilà, ça, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, ou on peut agir sur les conséquences, on peut agir sur les symptômes, mais pas sur l'origine. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, il existe des recherches, notamment sur le plan génétique, qui permettraient justement de prévenir et de faire que ces maladies n'arrivent pas au cours du grand âge chez une personne qui deviendrait de plus en plus vieille. 100 ans, 120, 150. Vous voyez ? Mais ce n'est pas pour tout de suite. Mais les recherches, elles sont en cours, maintenant. Vous voyez ? Et si elles ne se font pas en France, ça se fait ailleurs. Donc de toute manière, on ne peut pas échapper à cette réflexion. Hein ? Voilà. Et, voyez, et sur un plan éthique, ça consiste à dire, mais que veut-on ? Quelle réflexion mène-t-on au niveau de la société par rapport à ces techniques ? Hein, J'ai juste une précision à vous demander. Lorsque vous parliez
telle maladie va se déclarer à tel âge ou dans tant de temps. J'aimerais savoir comment vous pouvez... Tout dépend. Comment vous pouvez avoir une idée de l'âge auquel ça peut se développer. Pour faire simple, une mutation, c'est comme une faute d'orthographe. Donc, si la faute d'orthographe est sévère, on sait que la maladie surviendra plus précocement. Si elle est moins sévère, si la protéine n'est pas tronquée, donc si elle est moins sévère, elle peut survenir plus tardivement. Et il y a l'histoire familiale qui nous aide. Je fais du vélo, VLEAU, vous faites une faute d'orthographe, mais bon, jusqu'à la terminale, c'est à peu près bon. Votre mère, elle ne vous dira rien. Par contre, je fais du V, vous ne comprenez pas votre phrase. Vous comprenez? Donc, vous prendrez une baffe à 18 ans parce que quand vous passerez le bac, vous avez écrit « je fais du vélo, VLEAU », mais en maternelle, on ne vous dira rien, d'accord? Par contre, du V, la faute est beaucoup plus grave. On ne comprendra pas d'emblée ce que vous voulez dire. C'est un exemple. Pour reprendre, on parlait de maladie, mais il n'y a pas que la maladie. Il y a combien de femmes qui revendiquent, c'est la mode, de pouvoir faire un enfant quand elles partent à la retraite? En règle générale, la plupart, en fonction des professions, sont ménopausées. Eh bien, on avait l'injustice de ne pouvoir savoir congeler les spermatozoïdes et on ne savait pas congeler les ovocytes. Maintenant, on est peinard, on congèle l'utérus, on congèle les ovaires, excusez-moi. Non, je suis désolé. On vous congèle des ovocytes ou un fragment d'ovaire. Et c'est un progrès. Alors vous allez me dire, mais ces femmes qui réclament cette égalité homme-femme, ok. Mais quand vous avez une petite fille qui a besoin d'avoir une chimiothérapie et qu'on va lui faire une chimiothérapie et qu'on va foutre en l'air tous ses ovocytes et qu'on dit que son pronostic obstétrical, il est foutu, eh bien le fait de savoir congeler des fragments d'ovaires, vous ne croyez pas que c'est un bonheur pour cet enfant? Non, mais alors je ne suis pas revendicateur des femmes de 60 ans, moi. Mais... Non, mais c'est pas une raison pour... il faut qu'on vous... On va peut-être prendre d'autres questions. Oui, d'autres questions, monsieur. Alors, ça marche? Oui. Alors, une fois, j'ai entendu définir la médecine comme étant l'alliance de la science et de la compassion. Et je voudrais savoir, dans la médecine du futur, qu'est-ce qui va le plus progresser? La science ou la compassion? Bonne question. Je vais vous surprendre. Les deux? Je vais vous surprendre. Je pense que dans la médecine du futur, l'empathie du médecin doit être primante. Parce que actuellement, et peut-être pas en génétique, mais je crois que dans beaucoup de domaines, quand le patient il va voir, mais en génétique aussi, quand le patient il va voir le médecin, il connaît avant, il connaît après. C'est-à-dire qu'il connaît autant que vous que la maladie, voire même des fois il la connaît mieux que le médecin, parce qu'il a fait ses recherches, il a Internet, il a tout, voilà. Et on a besoin d'avoir nos connaissances, mais je crois qu'on a besoin d'avoir une grosse empathie auprès de nos patients. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, c'est mon sentiment, je ne sais pas ce que tu en penses. Pierre. J'espère que ce sera la compassion plus que la science, moi clairement. En tout cas, j'ai choisi ce métier-là pour ça. L'empathie. Ce sera quand même avec de la science. Enfin, je veux dire, moyennant quoi, on est obligé de se tenir au courant des avancées scientifiques, de les mettre à jour, de les appliquer. Comme dit James, effectivement, on se fait souvent interroger sur les avancées lues sur Internet. Enfin voilà, et donc il faut être vraiment au courant de ce qui arrive. Mais encore une fois, ça ne remplace pas le colloque singulier qu'il y a entre son patient entre le malade et son médecin, et de la relation de confiance qu'on peut mener, en tout cas. Madame Méchain-Crétinon, vous voulez intervenir? Oui, pardon. Vous dites, est-ce qu'elle doit devenir technique ou empathique, la médecine, c'est ça? Voilà. C'est important de résister à un mode de pensée dualiste, binaire, qui oppose les choses, hein, et qui est souvent, et là je me permets un commentaire, malheureusement souvent employé. La technique, elle est indispensable. Les progrès, de toute manière, ça se fait. Voilà, ça se fait. Si ça se fait pas en France, ça se fait ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait?
l'empathie, ça pose le problème de la réflexion qui se fait à propos de l'utilisation de ces progrès techniques. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à vous en premier, à nous tous. Il y a certainement une évolution des idées qui fait que il est nécessaire de développer, il faut développer une réflexion au niveau de la cité, au niveau citoyen, pour que les personnes concernées s'emparent de cette réflexion et se disent entre elles, mais qu'est-ce qu'on fait de ces techniques? Qu'est-ce qu'on fait de ces progrès techniques? Qu'est-ce qu'on veut pour nous? Qu'est-ce que moi, si on me propose de prolonger ma vie d'une certaine manière, si on me propose des techniques qui peuvent correspondre, à mon sens, à ce qu'on appelle de l'acharnement médical, de l'obstination déraisonnable, qu'est-ce que je veux pour moi? Et par conséquent, si vous voulez, une manière d'être empathie, parce que derrière ce terme empathie, il faut savoir ce qu'il y a. Il y a derrière ce terme d'empathie, il faut mettre toute cette relation entre des professionnels qui proposent quelque chose, des citoyens qui acceptent cette chose, et la volonté d'un citoyen et la volonté d'un autre pour une même situation pathologique vont être complètement différentes. Et c'est important de respecter ces différences. C'est important d'en tenir compte. C'est important individuellement et collectivement. C'est important qu'au sein de la cité, au sein d'une population, il se crée une réflexion qui permette de tenir compte des désirs des uns et des autres, dans le respect de leur autonomie, dans le désir de bienfaisance, etc. etc. C'est ça qu'on pourrait mettre derrière ce terme d'empathie. Mais effectivement, cette médecine, elle va devenir les deux. Il faut que ce soit les deux. Ça ne peut pas être que technique. Je voudrais peut-être juste... Oui, je vais juste... Moi, je trouve que globalement, en théorie, c'est très simple. Les deux sont indissociables. Nous, en tant que médecins, qu'est-ce qu'on veut? On a vraiment en tête, on est là pour rendre service à notre patient. C'est tout simple. Derrière cette simplicité, il y a une grande complexité, parce que le service à rendre, il n'est pas le même devant tel ou tel patient, il n'est pas le même si on sait qu'on est en face d'une maladie qu'on peut guérir, ou si on sait qu'on est en face d'une maladie avec laquelle le patient va devoir apprendre à vivre. Et là, effectivement, ce service, il ne pourra pas se rendre sans qu'on ait une écoute et une empathie envers le patient et qu'on comprenne. Il y a des patients qui ne vont pas vouloir d'une médecine traditionnelle, qui vont être en refus de soins. Il faudra les accompagner. Il y a tout le rôle aussi des soins de support parallèlement au traitement spécifique. Et puis, tout ça, c'est d'une grande importance dans toutes les phases de la maladie. Et puis, bien sûr, on doit être au fait de la technique pour savoir qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux et quelles sont les solutions les plus importantes et quels sont les effets secondaires, quel est le bénéfice. Et le bénéfice ne sera pas le même pour tel ou tel patient. Et quels sont les risques et quels sont... Voilà. J'ai un exemple très concret. Une personne âgée, si on lui propose effectivement un traitement qui risque de diminuer son autonomie, en lui disant, elle va peut-être perdre de l'autonomie parce que le traitement est lourd, mais par contre, c'est vrai qu'on va diminuer le risque de récidive de son cancer. Typiquement, c'est effectivement en fonction de la personne, si elle vit seule, si elle est entourée, si elle a ses enfants avec elle, la réponse peut être totalement différente. Voilà. Donc, globalement, c'est indissociable et c'est finalement assez simple. Je veux dire, vraiment, on est là pour rendre service au patient qui est en face de nous. Mais juste pour revenir et pour m'opposer un petit peu à une partie de ce que tu as dit, enfin, pour discuter, c'est que tu as insisté... Dans 30 secondes, c'est la pause. Ah. Non, c'est que tu as évoqué une approche individuelle et une approche collective. Alors, une approche collective, malheureusement, c'est ce qui se fait, mais je pense que c'est extrêmement dangereux. Et plus la médecine devient performante, la médecine de demain, l'approche de la collectivité
pourra être extrêmement dangereuse pour la société parce qu'elle sera capable de dire ça on n'en veut pas parce que ça nous coûte cher, ça ou c'est pas rentable, ou on va développer telle ou telle chose, etc. Donc l'approche collective, la réflexion collective, et c'est pour ça que le discours d'Isabelle, Isabelle me plaît. 25 secondes. Tu restes au niveau de l'individu, et je pense, effectivement, après, empathie ou pas empathie, Je réclame 10 il faut de secondes. l'empathie, mais on doit prendre le patient, on ne peut pas ne pas le prendre, parce qu'on est des acteurs de santé dans sa globalité, mais dans la globalité de la collectivité, mais il faut... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'occuper d'un individu et pas s'occuper de ce que dise la société pour un individu. Alors, je n'ai pas parlé d'une réflexion. Je vous assure, c'est la pause. J'ai parlé d'une Vraiment, je me répète, c'est la pause. D'une réflexion citoyenne. D'une réflexion citoyenne, et la réflexion citoyenne, elle implique de multiples individus. Voilà, allez, on va couper les micros. Ça vous ennuie pas? On va s'interrompre. C'est un débat extrêmement intéressant et qu'on va reprendre avec beaucoup d'intérêt dans 10 minutes, un quart d'heure. Excusez-moi, mais on est obligé de faire la pause.